les NFT, c'est un moyen de montrer que t'es riche en crypto sans pour autant dire que t'as combien et donc d'avoir une sorte de respect d'une certaine manière. Enfin. Oui, oui, c'est des signes extérieurs de richesse et c'est vrai que ça, c'est particulièrement vrai dans le cadre, tu dis, des marchés collectibles, quoi. Et il y a peut-être la culture collectibles qui a un peu transpiré sur, on va dire, la culture de l'art pictural, quoi. Mais c'est vrai dans le monde de l'art traditionnel aussi, tu vois. Tu peux acheter des sneakers en maison de vente, des sacs de luxe, des montres, des bijoux, des choses comme ça. Et ça, c'est des catégories qui sont développées notamment dans les dernières décennies, quoi. Plus importante, tu vois, le marché des montres de luxe, par exemple, typiquement, depuis 30 ans, c'est là que ça a vraiment explosé. Donc ouais, il y a ce côté signe extérieur de richesse et bah c'est plus facile pour les gens de comprendre qu'avoir une Ferrari, c'est un signe extérieur de richesse que d'avoir un tableau où en fait quand les gens ils savent pas l'apprécier, ça pas si ça vaut 1000 balles ou 1 million d'euros, tu vois, il y a des trucs que parfois tu te dis bon, comment savoir. Donc il y a une petite différence dans le sens que le capital culturel aussi, il découle du capital social et il y a des liens forts entre les deux, mais il y a une forme de de barrière à l'entrée où t'as un truc que tu sais que pas tout le monde va savoir que c'est important ou que c'est impressionnant ou des choses comme ça. Donc il y a aussi un truc de c'est montré en plein jour, mais pas tout le monde s'en rend compte, tu vois. Et moi, typiquement, quand j'ai quelqu'un, je suis bien plus impressionné par des œuvres qu'il a au mur que le fait d'avoir des voitures de luxe ou des trucs. Tu vois, moi, les voitures, je m'en fous complètement. Donc, il y a des trucs comme ça où tu te rends compte et quand tu pointes et que tu dis regarde ce truc-là, les mecs ils sont genre ah oui tu connais et tout et là d'un coup tu commences à il y a des liens qui se font qui se feraient pas autrement donc mais c'est une notion qui est hyper compliquée à définir et qu'il y a plein d'auteurs qui sont intéressés à ces questions-là. Donc c'est compliqué d'arriver avec un constat ferme et définitif sur pourquoi est-ce que les gens achètent des trucs chers et des œuvres d'art. Mais il y a beaucoup de facteurs, mais je pense qu'on peut souvent revenir à la théorie de Bourdieu et à ces notions-là. Mais les collectibles, t'as raison, le font, mais de manière beaucoup moins subtile, puisque tu vois, c'est des PFP, donc c'est juste que oui, tu sais que la PFP du mec vaut 100 000 balles, Ouais. et voilà. Mais tu sais pas si le mec, la différence, c'est qu'avant les punks, quand un mec avait un punk, c'était vraiment un OG un peu du mouvement crypto, cypher, etc. Parce qu'il y en avait peu qui s'intéressaient, C'était pas qu'une etc. question d'argent. Ouais. Oui, maintenant c'est devenu un truc de, bah t'as un punk, t'es souvent un nouveau riche ou un truc comme ça, mais on sait pas tellement si en fait tu connais grand chose à la crypto. Tu peux arriver demain avec 200 000 balles, t'acheter un punk et t'acheter une forme de légitimité que t'as peut-être en réalité que tu mérites peut-être pas forcément, tu vois, donc que ça vient brouiller un peu ça. Donc c'est une Ouais. manière de le faire, mais tu vois, c'est comme pour moi avoir un punk, c'est comme avoir une Lamborghini ou avoir des fringues 4000 balles, et des sneakers qui valent hyper cher. C'est clairement un signe extérieur de richesse qui se comprend pas, qui est compréhensible par la plupart des gens, même les gens qui ont aucune culture. Là où avoir, tu vois, un Fidenza, avoir des collections d'art génératif très 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 cher recherchées, une petite édition limitée de Beeple ou des choses comme ça va parler à bien moins de gens. Mais ça va peut-être parler aux gens que t'as envie, avec lesquels tu as envie de te connecter, avec lesquels tu as envie d'échanger, et qui vont te garantir une forme de capital culturel chez ces gens-là qui est peut-être plus important que la moyenne, tu vois, d'une certaine manière. Donc moi je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de fréquenter des gens intelligents de manière générale, tu vois, et donc il y a un peu de ça aussi, tu vois. C'est con à dire, c'est bizarre à dire, tu vois, mais je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Et je te dis, c'est pas parce que t'es millionnaire que t'es forcément intelligent ou forcément cultivé, etc. Et qu'une fois que t'as réussi ta vie, et que t'as plein, on va dire que t'as le max level de la money, bah voilà, il y a ces deux autres trucs où tu peux aller atteindre le max level de l'amitié et le max level de la culture. Et en fait, c'est un peu des side quests pour ces gens-là, quoi, entre guillemets. Donc, et je comprends. C'est important, je pense que tu vois, même si tu fréquentais que des millionnaires, à un moment, t'en as un peu marre, tu vois. C'est comme fréquenter que des gens qui parlent de crypto à un moment et des projets blockchain. À un moment, tu te dis, t'as la tête gros comme ça, tu vois, tu peux plus écouter, t'as envie d'entendre parler d'autres trucs aussi, tu vois. Ouais. Et les gens qui parlent d'art, je pense que ça a amené une petite bouchée de fraîcheur C'est un aussi peu à ce ces qui m'arrive en gens-là. ce moment, d'ailleurs. Ouais, mais c'est normal. Et moi, j'adore les crypto-bros et Pour j'adore les entrepreneurs blockchain. J'ai aucun problème à écouter leurs projets. Et après, ils sont dans leur truc. Mais c'est vrai que je trouve avoir que j'ai des discussions plus intéressantes avec des gens bah, qui partagent les mêmes points d'intérêt que moi, et qui s'intéressent à l'art, aux artistes, et qu'on peut parler d'autres sujets voilà, la crypto pure et dure et la spéculation pure et dure et le marché, quoi. Parce que le marché, c'est très intéressant et tu peux en parler des heures. Mais au bout de la 50e fois, t'en as un peu marre et t'as peut-être envie de rencontrer d'autres sortes de personnes, tu vois. qu'est-ce qui t'intéresse toi dans les NFT
au-delà entre guillemets de la partie authenticité, qu'est-ce qui toi t'intéresse dans ce format-là et pour toi, enfin pourquoi toi aujourd'hui tu passes la majorité de ton temps entre guillemets dans cet écosystème NFT d'une certaine manière? Ouais, bah écoute, en fait, moi j'ai commencé, comme je t'ai dit, par les trucs de traçabilité, d'identification pour les objets physiques, mais je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait beaucoup de problèmes en fait sur l'application de la blockchain pour des problématiques physiques. C'est juste, je me suis découvert en fait une passion pour l'art digital, honnêtement, pour cette forme de création, pour l'art génératif, pour l'art d'intelligence artificielle, l'animation 3D, l'animation 2D, l'illustration et tout ça. Moi, c'est des choses qui m'ont toujours plu en fait et qui, je pense, avec lesquelles j'ai grandi. Gros fan de BD quand j'étais petit, des choses comme ça, tu vois. Et du coup, bah, ça me passionne et comme j'étais, on va dire, omnibulé par ces questions-là des années avant que n'importe qui s'y intéresse, quand ça a commencé à devenir un peu mainstream, je me suis dit, ça y est, c'est la destinée, quoi, un petit peu, tu vois, faut te lancer dedans. Et le fait d'aujourd'hui d'avoir un impact et d'avoir de l'importance et tout, c'est des choses qui me motivent aussi à m'y impliquer, tu vois, et d'essayer d'avoir un discours qui est pas forcément le discours dominant et essayer de parler de thématiques et de problématiques qui sont pas forcément, tu vois, en timeline Twitter, mais justement parler de choses différentes. Moi, c'est des choses qui m'intéressent, tu vois, et c'est juste que c'est tellement un début de mouvement d'art, encore aujourd'hui, parce qu'on pense que voilà, Bull Run est passé, et qu'en fait, t'es plus trop early, mais si tu regardes sur, on va dire, sur la timeline de l'histoire de l'art, tout ça est quand même très récent. Et je sais qu'en m'y intéressant maintenant, à l'âge que j'ai, je peux commencer à travailler avec des artistes qui seront très certainement incontournable dans les décennies à venir. Et ça, c'est une opportunité à absolument pas rater à mon goût, tu vois. Donc il y a ça, mais après, en fait, je m'intéresse aussi bien au monde de l'art traditionnel qu'au monde de l'art digital, NFT, essayer de faire le lien entre les deux, et c'est assez intéressant. Et puis c'est aussi parce que je te dis, moi j'étais matrixé par ça pendant des années. En fait, j'ai jamais rien vu d'autre. Tu vois, je pourrais peut-être aller travailler pour une galerie sur des trucs d'art contemporain tout à fait traditionnels, mais ça serait un petit peu gâcher les années d'accumulation de connaissances et de pratiques, Cette etc. opportunité quoi. Ouais, Ouais. mais pour moi il y a le côté un peu, ouais, il y a un côté, c'est là où pour moi où sont les opportunités en ce moment, même pendant le bear market. Et je rencontre des gens incroyables, je discute avec des artistes que je pense que qui me passionnent, tu vois, et qui ont des productions qui me fascinent. Et puis ça arrête pas d'évoluer, tu vois, quand tu regardes ce qui a été minté en art d'intelligence artificielle il y a 4 ans par rapport à ce qu'il y a maintenant, putain, le jump technique qu'il y a eu est absolument hallucinant, tu vois. Donc c'est ce qui se passe maintenant et tout de suite, tu vois. Artistiquement, je pense que c'est un truc que beaucoup de gens recherchent pour les gens comme moi qui veulent curateurs, galeristes, etc. S'intéresser à qu'est-ce qui fait la culture maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et tout. C'est des choses vraiment importantes pour moi d'être, on va dire, en connexion avec tout ça. Et en fait, voilà, c'est ce qui me pousse à être à fond là-dedans. Et aussi, mais franchement aussi, c'est parce que ouais, j'ai plus d'opportunités là-dedans et que le fait d'être un académique, tu vois, il y a beaucoup d'académiques dans le monde de l'art. Et il y a des gens qui écrivent 100 000 fois mieux que moi. Moi, j'écris assez mal, de manière générale. J'ai beaucoup de frustration avec l'écriture. Mais en fait, quand je me compare avec des gens qui sont dans l'espace NFT, en fait, une écriture qui reste quand même très académique et qui apporte quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et donc voilà, je me dis pourquoi aller dans le truc où je fais les choses moins bien que d'autres personnes et qu'il y a des gens qui sont plus talentueux que moi à faire là-dedans, alors que là-dedans je suis talentueux, j'ai du succès, les gens me respectent pour ce que je fais, etc. Et je suis entendu, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, quand tu montres dans le monde de l'art, c'est hyper important parce que tu as envie d'avoir un impact en fait. Et dans le monde des NFT, j'ai vraiment l'impression d'avoir un impact, même à mon âge. Et je sais que dans le monde de l'art traditionnel, c'est pas une opportunité que j'aurais pu avoir honnêtement. Tu vois, quand j'étais directeur de département chez Sotheby's à 24-25 ans, euh, les gens qui me rencontraient, c'était genre comment, tu vois, parce que en fait, ils avaient 3-4 ans de plus que moi et eux, ils étaient stagiaires dans des départements à côté, tu vois. Bugué. Et donc, tu vois, c'était moi avoir cette opportunité-là, c'est vraiment à ce niveau-là de mon âge, de ma carrière, c'était totalement inespéré, tu vois. Donc quand tu vois tous ces trucs-là super positifs, t'as du mal à te dire pourquoi est-ce que j'irai autre part, tu vois. Donc je pense que c'est la raison principale quoi, mais c'est parce que je m'épanouis là-dedans et que voilà, je trouve mon plaisir, tu vois. Toi tu pourrais aller très bien aller dans la finance traditionnelle et, et t'occuper d'actions obligations, trucs comme ça. Je pense que tu sais où ton talent il est et où tu t'éclates, tu vois, donc c'est un peu la même logique. Moi, je suis curieux d'avoir ton avis, surtout sur un petit peu ce que tu regardes d'un point de vue NFT. J'ai l'impression que tu regardes pas forcément les mêmes choses que moi, et c'est vrai que, Mm.
que je trouve assez intéressant. Moi, je suis vraiment très orienté sur les PFP, mais j'ai l'impression que je commence à avoir des cheveux blancs en parlant de PFP, tu vois. Donc, à quel point l'écosystème NFT est en train d'évoluer pour toi? Quelles sont les différentes narratives qui se développent et lesquelles t'intéressent le plus? Je pense que la question que beaucoup ont en tête par rapport à ça, c'est est-ce que le marché des PFP va mourir ou est-ce que pour Ouais. toi il va amener à rester et juste il y a d'autres choses qui vont se développer à côté? C'est tellement jeune que c'est très difficile de se projeter en fait sur ce marché-là et vu que t'es assez connaisseur du sujet, j'aurais été curieux d'avoir un petit peu ta vision sur le marché tout simplement. Enfin, je vais sortir un petit calepin comme ça parce que toi tu fais des questions en cascade, donc il faut que je me rappelle de tous les trucs que tu as mentionnés. Mais c'est vrai que moi je regarde les PFP, ça n'a jamais été un truc qui m'a trop intéressé parce que j'ai essayé de développer mon propre. Moi j'ai déjà ma prof PFP de Magritte que j'aime beaucoup et qui me signifie pas mal de choses pour moi, donc je comptais jamais l'utiliser comme identité numérique. Après, c'est vrai que je regrette de pas avoir acheté du CryptoPunk quand ça valait 300 balles, tu vois, mais bon, c'est toujours pareil, c'est un peu galère de prévoir ce genre de choses. Et puis une fois que j'avais des sous, le truc, tu sais, ça restait quand même des sommes qui étaient quand même non négligeables. C'est pour ça que moi, je me suis toujours intéressé aux artistes émergents, en fait, aux gens que les gens regardent pas trop, mais que je pense qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont du talent et que leur marché peut potentiellement se développer.